Bonjour à tous et bienvenue, je crois, à ce 65e événement en ligne du Club immobilier là, depuis le début de cette infâme pandémie. Et j'ai le plaisir d'être avec Gilles Laferrière aujourd'hui dans le Q&R. Gilles, est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, évidemment, coach au club et tout, mais je te laisse les honneurs de te présenter toi-même. D'accord, d'accord. Ben, en fait, oui, je suis coach au club, accompagnateur privé. J'ai fait le coaching avec le club en 2008. Je viens d'un autre monde complètement. Avant, j'étais en informatique, avant de me lancer en immobilier. J'ai quand même fait un bon succès en immobilier. Là. En 11 ans, j'ai amassé assez pour prendre une retraite confortable et être indépendant financièrement. Puis j'ai tout vendu mes immeubles il y a à peu près 1 an et demi. Maintenant, je fais du prêt privé personnellement, puis à travers aussi ma compagnie qui s'appelle Capital 550, qui est une société en commandite, donc les gens peuvent investir pour recevoir des intérêts sur les prêts qu'on fait. Puis les emprunteurs peuvent venir nous voir pour leur projet immobilier. Fait qu'en fait, j'en suis pas mal rendu là. Déjà client aussi, je lève ma main, je suis déjà client avec Gilles. Merci. Ouf, une chance. Pour ceux qui se joignent à nous, c'est Gilles, c'est évidemment question au niveau prêteur privé, régie du logement idéalement, mais évidemment, avec toute l'expérience que Gilles a, il va pouvoir répondre à tout. Également, le cours de due diligence dans le coaching qui est donné par Gilles. Donc, le souci du détail, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir sa salle de son, mais quand on a le souci du détail, c'est absolument extraordinaire. Donc, si jamais vous voulez partager, évidemment, pour gagner aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à tirer? On a un 250 $ de rabais pour le coaching, une formation ce soir, le registre foncier, donné par moi-même. Donc, c'est un cours qu'on fait en ligne. Donc, on se promène sur le registre foncier, on cherche des aubaines. Et je peux te dire, c'est un des seuls cours, entre guillemets, qu'on recherche activement live des aubaines. Donc, c'est à vous si jamais on en trouve. Et sinon, un 50 $ de certificat cadeau applicable à toutes les formations à la CAP qui sont offertes au club. Donc, pour gagner, juste partager et commenter que vous l'avez fait. Et à la fin de ce Q&R, on va faire tirer les gagnants. Donc, Gilles, sans plus tarder, on avait reçu une question sur le pose ta question. Je la mets ici, donc question quand même assez longue. Donc, nous avons entamé les procédures au TAL, donc la Régie du logement, qui est maintenant le tribunal administratif du logement. Pour loyer non payé, il y a eu gain de cause juste avant de vendre la propriété. Quels sont nos droits en termes de faire renforcer l'ordre du TAL, advenant que le locataire, ne travaille pas? Serait-il plus prudent d'attendre avant d'engager quelqu'un pour tenter de collecter le loyer manquant? Sujet très intéressant. Gilles, je te laisse la parole. Oui, ben en fait, il faut faire exécuter le jugement. Une fois qu'on a un jugement, il faut le faire exécuter. Donc, il faut idéalement engager un huissier qui va s'occuper d'aller chercher le bref d'exécution au palais de justice. Vous pouvez aller le chercher vous-même aussi puis entamer les procédures vous-même. Par contre, si vous faites la recherche, mettons que la personne travaillerait, vous pourriez, avec votre bref d'exécution, aller voir l'employeur puis de demander de faire une saisie sur salaire. C'est toujours plus facile de passer à travers un huissier. Si les professionnels sont habitués de faire ça. Puis, tous les frais de huissier, à part une partie, là, il y a une petite partie que vous allez devoir payer de votre poche, mais tout le reste des frais de huissier, ils vont être ajoutés à la dette de la personne qui vous doit de l'argent. Donc, c'est elle qui va payer le gros des frais de huissier. Évidemment, si elle paye un jour. C'est toujours le problème qu'on a. Ça prend des gens qui sont solvables. Habituellement, quand ils ne payent plus leur loyer, c'est parce qu'ils sont plus solvables ou ils sont vraiment de mauvaise foi, mais habituellement, c'est parce qu'ils n'ont plus de travail. Ils se sont retrouvés en mauvaise position. Donc, tu sais, le jugement, il est bon. L'exécution du jugement, vous avez jusqu'à 10 ans pour le faire. Donc, vous pouvez attendre. Si vous faites vos recherches, engagez un détective qui va retracer la personne, que ce soit dans 1 an ou dans 5 ans. Ça coûte une centaine de dollars, un petit peu plus. C'est rapide. Ils retrouvent toujours. C'est très rare qu'on ne les retrouve pas. Et puis là, ben, vous pouvez voir à ce moment-là si, normalement, le détective va pouvoir vous dire si la personne travaille ou non. Donc,
les gens changent avec le temps. Hein. Des fois, ça vaut la peine d'attendre un peu. Vraiment, la décision vous revient. C'est de voir ça sert à rien de poursuivre si la personne n'est pas solvable. Vous allez perdre votre temps puis votre argent. Là. Donc, ça donne pas grand-chose, surtout s'il n'y a pas de biens à saisir. On peut faire des saisies sur salaire, on peut faire des saisies des comptes de banque s'il y a quelque chose dedans, puis si la personne en a. On peut faire des saisies sur les biens, mais le premier 7 000 $, on peut pas le saisir. Donc, puis l'auto, on peut pas le saisir. Les outils qui servent au travail, on peut pas saisir non plus. Donc, tu sais, on est quand même limité, là. On peut pas toujours recouvrir les sommes. Non, ben c'est ça. Tu l'as dit en disant, je pense, d'être patient. Et si je me trompe pas, Gilles, il y a également des compagnies qui achètent ces dettes-là, hein? Ouais, mais c'est sûr, si vous voulez pas vous en occuper pour pas vous casser la tête, mais encore là, les compagnies, ils vont garder 50 % de la somme, au minimum, des fois plus. Puis, ils vont décider s'ils prennent ou pas. Eux, s'ils voient qu'il n'y a personne, ça vaut la peine de courir après, ils vont y aller, puis ils vont garder plus de 50 %. Là. Donc, si ça vaut pas la peine pour eux autres, ils voudront pas de votre mandat. Fait que, si c'est pas bon pour eux autres, c'est pas bon pour vous non plus. Là. Ça donne quoi de leur donner 50 %? Vous êtes mieux d'être patient et d'attendre que la personne puisse rembourser là, le montant en question. Là. Ben, c'est ça, 10 ans, c'est long, hein? 10 ans, il peut avoir... Si vous exécutez le jugement, mettons, vous arrivez à 9 ans et demi, puis vous exécutez le jugement, même si la personne n'est pas solvable. Vous retracez la personne, vous essayez d'exécuter le jugement, vous êtes bon pour un autre 10 ans. Ça ne s'efface pas de même, une dette, là. Donc, tu sais, en 20 ans, là, une personne a le temps de changer, là. Fait que la surprise, c'est quand tu es rendu dans le droit chemin, 2 enfants, la belle petite job, puis tout, parce qu'il n'attend pas, puis bang, là, t'arrives. Tu vas chercher ton argent. Plus tous les intérêts courus. Absolument, exact. Donc, OK, intéressant. Patience. La vengeance est douce au cœur de l'Indien. J'aime ça, j'aime ça. Et on a des bons mots pour toi en passant, là, Patagonia qui dit Gilles, un coach très allumé et inspirant. J'imagine que c'est gentil. C'est peut-être pas, c'est peut-être un acronyme le nom. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Souvent, qu'est-ce qui arrive, je vous le dis dans les QR, c'est comme ça pour en avoir fait pendant presque 1 an maintenant. Les gens sont gênés, ne posent pas leurs questions. Et là, à la fin, on a trop de questions qu'on n'est pas capable de répondre. Donc, vous voulez prioriser votre question, allez-y tout de suite parce qu'on lit les questions, évidemment, en ordre chronologique. On avait reçu une autre question de Hélène Larose, qui est une habituée. En fait, je pense qu'elle a fait presque tous les QR. Hélène qui disait, en France, il existe la vente d'un bien immobilier en viager. Savez-vous si ça existe au Québec, au Canada? Donc, il a fallu qu'on fasse quelques recherches. Oui. Gilles, merci d'avoir posé la question à l'avance. Le pire, c'est que ça existe, hein? Puis moi, en tout cas, je n'étais pas au courant. Je viens de lire un article, justement, sur Internet. Puis, ça s'est fait, mais c'est très, très rare au Québec. Là. Peut-être expliquer c'est quoi En fait, c'est que le vendeur désire rester dans la maison. Donc, il va proposer un prix plus alléchant, un prix moindre, étant donné qu'il va occuper la maison pour vendre sa maison, le vendeur. Donc, l'acheteur, lui, va payer moins cher. Par contre, il ne peut pas occuper la maison. Donc, le paiement peut se faire d'une façon forfaitaire, en une seule fois. Puis là, la personne, il y a un contrat donc pour tant d'années. Faites pas comme j'ai déjà vu en France, là, il y en a un qui avait fait ça avec une dame, puis il avait dit au décès de la dame, je vais prendre la maison, puis il est mort avant la dame qui est mort à 119 ans, quelque chose comme ça. Pas un bon deal. Bon, ouais. Ceci étant dit, ou sinon, ça peut être comme une rente viagère, en fait. C'est qu'au lieu d'avoir un paiement forfaitaire, il va y avoir un montant qui va être versé au vendeur à tous les mois. Tout simplement. Jusqu'à ce que l'entente se termine, que la personne déménage. Puis là, à ce moment-là, le montant forfaitaire pour la balance à payer va se donner. Donc, c'est très rare. C'est sûr qu'il ça prend des bons notaires, ça prend des bonnes évaluations aussi. Un évaluateur agréé là, qui va déterminer combien est-ce que ça vaut la personne qui continue à habiter la maison parce que tu n'en as pas les usufruits puis tu peux pas la louer. En fait, tu payes un peu comme une hypothèque inversée. Hein? Tu payes la personne pour rester dans sa maison. C'est le risque pour le vendeur, c'est que l'acheteur soit en défaut à un moment donné. Oui, effectivement. On va faire forfaitaire tout de suite. C'est ça. C'est un peu plus compliqué. Fait que si jamais ça arrive, ben là, tu peux faire une action en justice qui fait que
tu vas redevenir propriétaire de la maison parce que l'autre personne est en défaut, mais tu as les problèmes qui viennent évidemment avec. Là. Ben voilà, merci Hélène, on a appris quelque chose. Toutes les deux, Gilles en coulisses, on dit la question et on apprend toujours même après des années d'expérience. Un sujet très d'actualité, ça va nous faire plaisir d'en jaser. C'est Edgar, je te lis la question Gilles parce qu'elle est quand même assez longue. Quelle serait la meilleure stratégie pour augmenter les loyers d'un 12 logements qu'on vient d'acheter, des locataires qui sont en place? Donc, quand je disais que c'est d'actualité, ça l'est absolument. Qu'on vient d'acheter, donc les locataires sont en place depuis 15 ans, donc évidemment un long moment. 15 ans, donc il est 40% en bas du marché. Je ne sais pas si Gilles, tu veux te prononcer ou tu veux me laisser le faire comme tu veux. Je vais te laisser aller là-dessus, c'est ton dada. Première chose qu'on doit dire, et on voit passer des choses, tout ça dans le respect. Okay? Ça, c'est vraiment important. Puis on l'enseigne au club. Puis je pense que Jean-Pierre, il a la meilleure phrase possible. Jean-Pierre Dussault à Québec. Traitez les locataires comme si c'était votre mère à l'intérieur des locataires. Évidemment, s'il y a des locataires problématiques, c'est une autre chose. Mais des locataires qui sont là depuis 15 ans, probablement que c'est des gens qui sont bons payeurs, ne sont pas problématiques nécessairement, ils pourraient en avoir. Mais bref, généralement, ça semble être des gens. Donc, ces gens-là ont un bon deal. Toi, tu essaies d'avoir un bon deal de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que je propose? Tout simplement, c'est des négociations gagnant-gagnant. Donc, c'est d'aller voir les locataires. Et si jamais il y a des situations comme ça, prévoyez-vous des fonds dans votre transaction pour essayer d'aller chercher des compensations. Puis, des fois, ça va être non et c'est correct. Et je le dis, je suis pas quelqu'un qui va pousser avec les rénovations majeures, etc., qui vont pousser fort. C'est important de calculer un pourcentage de locataires qui vont rester en place, un pourcentage de locataires qui vont quitter. Et aussi, gardez-vous en tête, si ça fait très longtemps qu'ils sont là et qu'ils payent vraiment en bas du marché, bien évidemment, ça va être des montants plus significatifs que si ça fait pas longtemps. Donc, première technique, gagnant-gagnant en échange. Et je vous le dis, parfois, les gens sont très contents. Et on a reçu, en tout cas, mon partenaire a reçu dernièrement un câlin, ce qui n'était pas COVID, là, donc il n'a pas voulu, mais la personne était contente. Elle a reçu un montant d'argent, c'est une situation financière particulière. Puis elle a reçu un montant d'argent, puis elle était contente. Donc, toujours dans le respect, et ça, j'insiste. Quand je vois les affaires passer, comment j'ai des locataires de 70 ans, comment je vais faire pour les mettre à la porte, on relaxe, on réfléchit et on essaie de trouver une solution gagnant-gagnant. Ce que vous pouvez faire pour augmenter les revenus de façon légale quand ils sont là, ben là, il y aurait peut-être l'Internet à rajouter. L'Internet, ça serait un bon moyen. Est-ce qu'on pourrait rajouter on parlait de ça dernièrement, une thermopompe également pour ajouter l'air climatisé. Donc, est-ce qu'on peut faire des ajouts? Est-ce qu'on peut négocier des augmentations moyennant des compensations? Donc, toujours dans une situation gagnant-gagnant. Tu peux proposer des rénovations dans les logements aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait tout le temps. Là. À chaque renouvellement, je demandais est-ce qu'on refasse la salle de bain, veux-tu qu'on mette du plancher flottant, etc., en compensation d'un montant. Moi, j'essayais de rattraper mon investissement sur 2 ans. Donc, c'était quand même appréciable, là, 40, 50, 75 $ de plus, dépendamment de ce qu'ils voulaient, mais je leur disais toujours, c'est toi qui décides. Si tu veux qu'on rénove ton logement, ben, tu me dis quand tu es prêt, puis voici les montants. Il pourrait même y avoir des grilles, hein, en fait, tu peux, comme à la carte. C'est ça, exactement. Puis, je pense que c'est une bonne stratégie dans les augmentations. Là, quand on envoie des augmentations de loyer, on peut y aller à la carte, en fonction des augmentations de loyer, mais bref, donc rénovation. Il y avait Joël Martel aussi qui nous avait parlé de ça dans le livre également en témoignage, la stratégie cascade. Donc lui, il rénovait des appartements et qu'est-ce qu'il faisait? Il proposait les nouveaux appartements aux anciens locataires. Évidemment, dans un gap où est-ce qu'on est 40% en bas du prix du marché, ça sera peut-être pas une stratégie très gagnante pour toi. Mais si tu as des petites augmentations, des 100-200 $, des fois, les gens vont vouloir bouger. D'ailleurs, Sandra, ma conjointe, qui est en double régie, on va probablement faire ça dans un de nos projets également, où est-ce que les gens veulent déménager dans les unités rénovées. Donc là, on se trouve à avoir une unité vacante à rénover, plus on a loué la nouvelle unité. Donc, dans ce cas-là, ce serait gagnant-gagnant. Puis, mon Dieu, mon livre, je sais, ici. Mon livre, si jamais il y en a qui sont intéressés, donc le dernier livre, c'est des témoignages de transformer en opportunité des multinationales trop chères. C'était un des témoignages qu'il y avait dedans. Fait que voilà, c'est un sujet d'actualité. C'est dit, gardez le mot respect, c'est des gens qui vivent là. Oui, c'est bien de faire de l'argent immobilier, mais tout dans le respect, donc trouver une situation gagnant-gagnant à travers tout ça.
Une question de suivi de Sylvie Dubois. Donc, une question sur les locataires. Qu'est-ce qui arrive si le locataire sur lequel on a un jugement, Gilles, il a fait faillite? Est-ce qu'on perd notre rédisant? Est-ce qu'on peut aller chercher notre créance même si le locataire a fait faillite? Ben, j'ai l'impression que ça va dépendre dans la faillite s'il y a inclus cette dette-là ou non. Il faut qu'elle soit incluse dans la faillite normalement parce que tu as en fait, normalement, tu as une liste de tous les gens qui vont perdre dans cette faillite-là. Donc, si tu n'en fais pas partie, c'est rare que les locataires mettent... Ça a commencé à être en mode là, les dernières années, là, qui commencent à inclure les loyers dus dans les faillites. Là. Ça m'est arrivé une fois. Fait que là, ben, c'est perdu, là, à moins que tu aies 10 cents à la pièce, mais habituellement, il n'y a rien. Là, ça ne vaut pas la peine de courir après ça. Là. Donc, il faut que tu sois avisé normalement que la personne a fait faillite. Que la personne a fait faillite, puis tu fais partie des créanciers, en fait. Là. Je sais que la Corpic travaillait sur un projet. Mon Dieu, que ce serait plaisant de mettre le score de crédit, la créance non payée sur le crédit. Je ne sais pas si en était où. Là. Je sais que la Corpic, ça a parti, mais on n'en a pas plus entendu. En fait, ils l'ont fait à un moment donné. Ce que j'ai entendu, moi, c'est qu'ils le faisaient, mais c'était il ne fallait pas que tu aies exécuté le jugement. OK. Puis, il fallait que tu donnes, en fait, ta créance à une des compagnies qui allait garder 50 puis eux allaient se charger de mettre ça sur le dossier de crédit. OK. C'était la façon de faire, mais pas nécessairement super intéressante. Là. Ça serait à penser à deux fois au niveau du locataire, en définitive. Oui, ça manque. Ouais. C'est un peu ridicule. Christian, on a vu ta question. Écoute, Christian, je ne peux pas toute lire ta question parce que c'est presque une consultation. En passant, Gilles fait de la consultation également au club, donc la consultation à la pige. Donc, on se prend 1 heure ou un forfait, puis on va faire des consultations directement. Donc, ça vaut vraiment la peine. Sinon, sur le sujet encore sur le sujet des rénovations, j'aime pas le mot rénovation, mais en tout cas, on va l'utiliser dans ce cas-là ici. Neri, elle voudrait faire une reprise de logement. Donc là, on parle d'une reprise, donc pas d'une négociation d'un départ, d'une reprise. Gilles, t'aurais-tu des trucs s'assurer qu'on fait bien ça? Tu dois famille, amis, propriétaire, qu'est-ce qu'on a droit? En fait, c'est la famille au premier degré. Donc, ça peut pas être ton beau-frère ou ta belle-sœur, là, ou ton cousin ou ta cousine. C'est vraiment père, mère et enfant. C'est vraiment la ligne directe au premier degré. Donc, si la personne veut pour héberger ses parents, oui, c'est possible de le faire. C'est 6 mois. Pour un bail de 12 mois, là, ou un bail à durée indéterminée, c'est 6 mois avant la fin du bail. Donc, si le bail se termine, exemple, au 30 juin, ben, il faudra que ce soit avant le 31 décembre précédent. Donc, pour cette année, mettons que le bail se finit au 30 juin, ben, il va falloir attendre à l'an prochain. C'est absolument impossible que ça se fasse avant, sauf, évidemment, si tu négocies directement avec le locataire, il peut y avoir une entente qui est prise. Le conseil que je vous donne quand vous négociez avec les locataires, que ce soit pour ça ou pour autre chose, assurez-vous que l'entente, elle est donnée avant la signature, que la personne ait le temps de voir qu'elle n'ait pas senti de pression, parce que c'est beaucoup débattu en ce moment au tribunal du logement. Là. Fait que soyez sur vos gardes là-dessus, parce que si le locataire change d'idée puis il commence à dire au juge qu'il y a eu de la pression pour signer puis il ne savait pas trop ce qu'il faisait, vous allez perdre. Vous allez perdre l'entente et donc, faut être prudent. Faut envoyer l'entente à l'avance. Faut pas donner de pression. Puis la journée où on signe avec le locataire l'entente, idéalement, filmer l'entente. Ayez quelqu'un avec vous qui va filmer. Ça peut être discrètement avec son téléphone ou à tout le moins de côté vocal, sans qu'il y ait de vidéo. Puis là, vous allez répéter à la personne avant qu'elle signe, bon, ben, tu as eu le document à l'avance, comme on a discuté, tu as eu le temps de regarder ça au cours des dernières 48 heures. As-tu des questions? Est-ce que tu es correct pour signer? Es-tu à l'aise? Etc. Fait qu'avec ça, vous êtes blindé. Ça, c'est vraiment la façon de faire. Si vous prenez des ententes qui sont, entre guillemets, hors la loi, là, mais qui ne sont pas dans les paramètres que la loi permet. Sinon, c'est 6 mois avant, descendance, ligne directe là, au niveau de la famille. Là. Très, très bon point. Nous-mêmes, on commence à enregistrer également les conversations pour ça. Là.
pour être sûr que les personnes connaissent leurs droits également. Donc, il y a eu, c'est ça, comme tu as dit, Gilles. Là. Oui. Et les reprises de logement, comment ça marche au niveau des propriétaires? Si on a fait avec une compagnie, 2 personnes, 3 personnes? Ah ouais, évidemment, là, il faut que tu sois propriétaire unique ou que tu sois propriétaire avec, soit marié avec le copropriétaire ou conjoint de fait avec le copropriétaire. Aussitôt que tu es 2 propriétaires différents, en fait, toi et un ami, par exemple, ou 2 ou 3 propriétaires, ou que ce serait une compagnie qui aurait acheté l'immeuble ou une société en commandite, il n'y a rien à faire. Voilà. Ça ne fonctionne pas. Je pense que ça, souvent, ça apparaît. Les gens se posent les questions. Gilles, je me permets une recommandation. C'est un livre qui est écrit par, je pense, c'est 2 anciens régisseurs ou avocats. C'est Louer un logement. Pierre Gagnon et Isabelle. Et voilà, exactement ce livre-là. Ah, là, j'ai presque fini de le lire. Là. Ah, c'est extraordinaire. Ça, en fait, là, je pense que tout investisseur devrait passer à travers ce livre-là parce que c'est le code civil, l'explication des avocats, jurisprudence. Donc, on vient chercher dans le qu'est-ce qu'on veut faire. Ensuite, on va voir l'article du code civil, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est la partie reprise de logement dans ce livre-là est vraiment intéressante parce qu'il y a des affaires que tu n'en croirais pas tes yeux, de la façon tes oreilles, de la façon que ça a passé au tribunal. L'histoire de la descendance au premier degré là, est vraiment, vraiment très sévère. Très sévère, exact. Si toi, tu es ta conjointe de fait, puis que l'enfant de ta conjointe avec qui tu es depuis 10 ans, c'est son enfant à elle qui veut prendre le logement, ça ne fonctionnera pas, imagine-toi. Oh my God, ouais. Ouais, c'est très, très sévère. Que ce soit une descendance de sang. Ben bon, voilà. Fait allez, et parlant de formation, midi 24, on va vous permettre de juste prendre une minute pour vous annoncer les prochaines formations. Donc, je l'ai dit tout à l'heure en commençant le QR, donc ce soir, le registre foncier. Donc, on va aller voir ensemble, là, on va vraiment chercher live sur le registre foncier les opportunités, les gens justement qui payent pour leur hypothèque, les déclarations de transmission, les gens qui sont décédés. Donc, on va voir ça. On a également, on devrait être 2500 dans cet événement réseautage-là. La plupart des coachs du club sont là. C'est entièrement gratuit. Faites juste aller sur la page, vous vous inscrivez. Et comment ça fonctionne dans Zoom? On fait des petites salles privées. Et c'est comme une conférence, donc on se déplace, on s'en va voir les sujets qui nous intéressent. Et la plupart des coachs sont là. Il y a de l'information à pu finir et c'est entièrement gratuit. Donc, je vous le dis, il n'y a aucune raison valable que vous ne puissiez pas être là demain. C'est impossible qu'il y ait quelque chose de plus important dans votre vie, je vous le dis. Impossible. C'est sûr que c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, on a les flips. Le 22, ça se trouve à être jeudi, si je ne me trompe pas. Donc, les flips. Ensuite, samedi, il y a un autre cours que j'ai le plaisir de donner. C'est comment optimiser son temps avec les freelances. Donc, les gens qui peuvent travailler à l'étranger, vous pouvez créer une petite armée de recherche, tout dispatcher du travail également à l'étranger à moindre coût. Donc, très, très intéressant. Et on vous rappelle également le petit tirage. Donc, aujourd'hui, on fait tirer 250 $ de rabais sur le coaching. On fait tirer une formation du registre foncier ce soir pour une valeur de 150 $ et un 50 $ de certificat cadeau que vous pouvez appliquer partout. Voilà, j'ai fini. J'ai l'impression que... Comment il s'appelait, le monsieur Chamois, là? Je me souviens plus comment il s'appelait, là, mais bon, c'est ça. J'ai l'impression que j'ai déboulé beaucoup d'informations, mais vraiment super important, la formation de l'immobilier, je vous le dis. Ça a son pesant d'or, donc on parlait de livres, évidemment. Donc, n'hésitez pas, si vous nous aimez bien, de venir nous voir en formation. Je suis sûr que vous n'allez pas regretter. Ensuite, on avait, excuse-moi, Gilles, je lis les questions en même temps. Je ne sais pas s'il y en a une qui t'a interpellé. Il faudrait que je les regarde. En particulier. Je ne suis pas un professionnel comme toi. Là. Oh mon Dieu. C'est parce que je fais la note, je fais les lectures. Pour bien se préparer à une audience autant, un cours intéressant en bas là. Ouais, il y en a qui parle de mon cours, c'est pas une question. C'est du marketing. Bon, OK. Bon, parlant de la thermopompe, José qui disait comment tu procèdes pour arriver dans ton argent avec la thermopompe quand on fait des ajouts. Je ne sais pas si tu as déjà fait des ajouts de thermopompe, Gilles. Le thermopompe, non. Les ajouts qui étaient le plus dispendieux, je dirais, il y a beaucoup de logements, surtout les 3,5 là, que j'ai fait installer des entrées laveuses sécheuses.
Puis, évidemment, là, tu joues dans la plomberie, dans l'électricité, il faut que tu fasses une sortie à l'extérieur, à travers les plafonds, dans la brique, etc. Ça fait quand même relativement cher. Fait que, habituellement, ce que je faisais dans ces cas-là, c'est que je l'offrais au locataire ou je le faisais au moment d'un changement de locataire. Puis là, je montais le loyer là, de facilement 75 $ et plus. Là. Donc, on récupérait quand même assez rapidement le montant. C'est sûr que pour une thermopompe, c'est les montants, on parle de quand même plusieurs milliers de dollars. Là, donc, il faudra voir comment on peut le récupérer, surtout que c'est quelque chose qui a une certaine durée de vie aussi, une durée de vie utile qui est. Puis, n'oubliez pas qu'au niveau du refinancement aussi, les prêteurs vont en tenir compte. Là, ils vont, comme un peu quand vous fournissez des électroménagers, par exemple. Donc, ils vont mettre une dépense pour ça parce que c'est quelque chose qui demande un certain entretien. Par contre, très populaire, c'est certain que tu peux aller chercher, moi, c'est sûr que si j'installais ça, ça ne sera pas en bas de 100$ par mois, différence de prix. C'est exactement ce que je voulais dire. Rendu à 1200 par année, 2004, au bout de 2 ans, tu n'es pas loin d'avoir payé ta thermopompe. Là, ou du climatiseur, disons. Là, ça exact. Ben, 2 ou 3 ans, je pense que c'est un bon target. Hein? 2 ou 3 ans pour récupérer notre dépense. Je pense qu'on est pas mal dedans. C'est exactement le même chiffre. C'était 100 $ pour la thermopompe également. Dites-vous aussi que vous pouvez vendre aussi la thermopompe, elle agit des deux côtés. Elle chauffe et elle climatise. Donc, si jamais vous pouvez, ça va baisser aussi la facture du locataire de l'autre côté, la thermopompe étant plus efficace. Donc, si tu en fais plusieurs, ben évidemment, tu vas avoir des meilleurs prix aussi de ton installateur. Là. Absolument. On va chercher des rabais. Gilles, une question taillée pour toi. Taillée pour toi. Comment se préparer correctement pour une audience au TAL pour loyer non payé? C'est quoi la procédure? En fait, c'est la plus facile. Hein? Vous allez être surpris de combien de temps que ça dure une audience pour un loyer non payé. Là. On s'entend, on parle d'un loyer qui est en retard de plus de 3 semaines, qui est toujours pas payé, évidemment, au moment de l'audience. Fait que, l'affaire la plus importante, c'est la preuve de notification. Il faut que tu aies une preuve comme quoi le locataire a eu une copie de la demande que tu as ouverte au tribunal administratif du logement. Donc, ça prend une preuve sans équivoque. Idéalement, moi, c'est toujours par huissier. S'il y a une entente au niveau du courrier électronique avec le locataire qui est signé dans le bail ou dans une annexe au bail, ben, vous pouvez utiliser Pronotif. Qui va être admis en cours, Pronotif de la Corpic, qui est un service là, qui certifie que le courriel s'est rendu dans la boîte aux lettres de la personne. Ça, c'est l'élément le plus important. C'est la première chose que le juge va vous demander, est-ce que vous avez la preuve de notification? Si vous ne l'avez pas, c'est fini, merci, bonsoir. On passe à un autre appel. Après ça, ben, ça prend une copie du bail, une copie de la lettre de reconduction s'il y a lieu, et puis le montant qui est dû au moment de l'audience. Et puis le juge regarde ça, puis vous n'avez pas à faire la preuve ou la démonstration que la personne a payé ou non. Si le locataire est présent, ce sera à lui de faire la preuve qu'il a bel et bien payé son loyer. Là, si vous l'êtes, habituellement, ils sont jamais là, donc c'est extrêmement rapide. 3-4 minutes maximum. Là. Bing, bang, boom. Ouais. Et on en profitait aussi, c'est ça, donc gagner vos recours là, à la Régie du logement, là, gestion immobilière 301 qui est donné aussi, là, Gilles. En même temps, c'est sûr qu'on donne le plus d'infos possible dans le QR, mais si jamais vous voulez pousser un peu plus le dossier, là, vous l'avez ici. Amel qui disait pour un locataire, ça c'est une question qu'on a bien souvent, justement, quand on reste dans le cadre là, de la loi, entre guillemets, là, c'est pour un locataire avec un bail d'un an ferme. Comment faire pour augmenter le loyer pour le nouveau locataire? Dois-je mentionner l'ancien loyer dans le bail pour le nouveau locataire? Je vais rentrer un peu dans le détail, Gilles, après ça, je te laisse bonifier. Ouais. Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir une entente à l'amiable. C'est ça que les gens ont de la difficulté des fois à comprendre. C'est sûr qu'il y a un bail de figé, mais on installe une thermopompe, on a une entente à l'amiable, on rénove la salle de bain. Il n'y a rien qui vous empêche d'augmenter le bail en cours de location. Là. Il n'y a absolument rien qui vous empêche de faire ça. Vous signez une entente, ça augmente le bail. Là, est-ce que vous avez besoin d'inscrire l'ancien montant? Ben là, c'est déjà son bail à lui. Fait il n'y a pas vraiment besoin d'inscrire l'ancien montant. Ben, tu peux le faire, mais c'est son bail à lui. Normalement. Donc, gardez ça en tête, c'est une question qu'on a souvent dans le coaching. Comment on fait pour augmenter les loyers en cours de bail? Entente à l'amiable,
offrir des choses, ça se modifie, là. Donc, voilà. Est-ce que le locataire est obligé d'accepter, par contre? Non, parce que là, il y a son bail, il est en cours. Donc, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, Gilles. Ben, en fait, ce qu'il demandait, c'est comment faire pour augmenter le loyer pour le nouveau locataire. Donc, pour le nouveau, ben oui, pardon. Ouais, ben, on a répondu à 2 questions en même temps. Voilà. Le nouveau locataire, ben, en fait, la loi exige que vous déclariez le montant le plus élevé, le moins élevé des 12 derniers mois. Donc, c'est ce qui est inscrit dans la loi. Ça fait qu'à chaque fois que vous faites pas ça, ben, il y a des conséquences. Donc, si vous ne l'inscrivez pas, ben, la personne aura, si ma mémoire est bonne, c'est 2 mois après la découverte qu'il y a à peu près jusqu'au mois d'août, septembre, là, de mémoire. Là, c'est dans les 2 mois suivant la signature du bail. Fait que, mettons qu'on serait en juillet, on serait rendu au mois d'août. Si elle découvre que le loyer était beaucoup moins élevé puis qu'elle veut aller au tribunal du logement pour faire ajuster le loyer, elle pourrait le faire dans les 2 mois suivant la signature du bail. Si vous marquez le vrai montant, c'est dans les 10 jours suivant la signature du bail, la personne peut toujours ne plus honorer sa signature sur le bail, c'est aussi fou que ça, puis aller au tribunal pour dire « je suis pas d'accord », même si j'ai signé. Et si vous marquez un faux montant, ben là, vous allez, ça va être à partir du moment où la personne a découvert que vous aviez mis le mauvais montant, un montant moindre ou plus que la réalité, ben là, on s'entend, ça peut être très, très loin. Donc, tout ça, ça va être rétroactif, le montant qui sera décidé par le tribunal, puis il pourrait y avoir aussi des dédommagements punitifs. Donc, peut-être pas la meilleure des idées là, de mettre un faux montant, mais le risque vient avec. Voilà. Exact. Voilà, c'est dit. À pousser plus loin, là, je sais qu'on en parle beaucoup de la clause G. Il y a certaines tactiques aussi, mais je pense que pour être honnête, il ne faut pas trop s'en faire non plus avec comme tu as dit, là, c'est des gestions de risque et tout. Donc, c'est ça. Moi, c'est jamais arrivé avec 150 locataires pendant 11 ans. Jamais arrivé non plus. Donc, les gens sont vraiment inquiets de ça. Seulement, les gens ils voient le logement, ils regardent le prix, ça fait leur affaire, c'est correct. Exactement. Ça s'arrête là, ils ne posent pas de questions ou quoi que ce soit. Donc, en plein ça. Tout le monde roule à 100 km/h et ne roule jamais à 102 ou à 105. C'est. Même 119. À l'occasion. C'est ça que les belles voitures de Gilles. C'est ça que les belles voitures de Gilles, des fois, ça fait tentant. Ah non, je suis quand même moins fou, j'ai déjà été, mais bon. On est pressé. Fait que ça, pour résumer, on a beaucoup de questions sur la clause G et très peu de situations. Est-ce que c'est appliqué? Moi non plus. Je me souviens qu'on donnait un cours avec Yvan. Lui non plus, c'est jamais arrivé. Donc, et dites-vous, à un moment donné, ça arrive sur 300 logements ou 300 locations. Les légendes urbaines. Moi, j'en reviens souvent aussi au fameux, la fameuse suggestion que le tribunal du logement fait à chaque année, là, la mi-janvier, là, qui nous arrive avec 1,3 % d'augmentation. Puis là, tout le monde pense que c'est juste ça qu'on a le droit, là. T'sais. Puis malheureusement, les locataires pensent la même chose aussi. Donc, ils se basent là-dessus pour faire leurs négociations. Puis ça met tellement rien à voir. Vous vous occupez même pas de ça. Là. Vous regardez c'est quoi vos dépenses, vos revenus, ce que vous avez besoin pour avoir une rentabilité qui a du bon sens. Puis après, vous négociez avec votre locataire. Là. Ça ne devrait même pas faire partie des bases de discussion. Là. Parce que ça ne tient pas compte des particularités de votre immeuble, ça ne tient pas compte des taxes municipales, ça ne tient pas compte des augmentations d'assurance, ça ne tient compte de rien. C'est que, mettez ça de côté, là, légende urbaine. Voilà. On est bien d'accord là-dessus, donc n'hésitez pas à aller plus haut. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, un investisseur immobilier, Norm Gordon, je pense que c'est 700 logements à l'époque, il m'avait dit, la régie du logement, ou le TAL maintenant, c'est un casino où est-ce que tu break even ou tu perds. Donc, tu essaies d'y aller le moins souvent possible parce que c'est pas un super beau casino. Donc, tu essaies le plus possible. Donc, est-ce que tu y vas avec une augmentation un peu plus élevée, tu négocies une augmentation un peu plus faible à la fin, puis au final, je suis sûr que ça va être plus que ce que le TAL propose de toute façon. Ben, la seule fois que tu vas en fixation de loyer, en fait, c'est quand tu as été sur le site du tribunal, tu as pris le formulaire de calcul, puis que tu as calculé qu'au point où tu es rendu dans la négociation avec ton locataire, ça serait plus payant d'aller au tribunal du logement. Ça m'est déjà arrivé une année où il y avait eu des augmentations de gaz assez importantes. J'allais chercher facilement 20-22 $ par logement. Là. Fait que, tu sais, j'en avais que ça faisait longtemps qu'ils
que j'avais de la misère à négocier 6 piastres par année, là, des durs de durs en négociation. Là. Mais cette année-là, je les ai amenés à Régie. Là. Tous ceux qui... Puis, ils ont tout perdu, puis après ça, ils ont toujours dit ouais toutes les augmentations des années subséquentes. Fait que, là, ça valait la peine, mais va pas là, sinon, t'es mieux d'accepter 5 piastres d'augmentation que tu pourrais même avoir une baisse de loyer avec le tribunal du logement. Break-even ou tu perds. Donc, c'est ça. Exact. Je pense que c'était un bon... ça m'est resté... je commençais à investir en immobilier à l'époque, c'était en 2013, imagine, ça m'est tampé dans le front. Là. Donc, faire attention avec ça. Sûrement, un des sujets dans le livre de louer un logement, Gilles, la sous-location. Comment ça se passe? Je t'évite la question parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de le lire. Donc, c'est quelqu'un qui quitte le logement à l'étranger, besoin de sous-louer. Donc, comment ça marche? Ben, il faut que le locataire t'avise, qui t'envoie les informations sur la personne qui va habiter dans le logement. C'est tout à fait légal. La personne a le droit de faire une sous-location. C'est quand même assez dur de s'opposer à la personne qui sous-louerait. Moi, ce que j'ai toujours dit aux locataires qui voulaient faire ça, c'est il faut que le locataire désire vraiment revenir dans son logement. C'est pas une sous-location après 12 mois, là. Tu n'es pas obligé de renouveler à la personne qui a sous-loué. C'est terminé. C'est un maximum de 12 mois pour ce qui est d'une sous-location. Si la personne a réellement l'intention de revenir 4 mois ou 5 mois plus tard dans le logement, bon, ça lui permet d'aider à payer son loyer. Donc, il faut juste s'assurer que la personne qui va habiter le logement, c'est pas quelqu'un qui a des antécédents à problème. Donc, je vous conseille de faire une enquête complète sur la personne, voir si elle pas un casier judiciaire ou des problèmes de comportement, par exemple, de jugement au tribunal du logement. Juste s'assurer que... Parce que pour ce qui est de la solvabilité, ben, c'est le locataire qui sous-loue, qui demeure le signataire du bail et responsable du paiement du loyer. Donc, si le sous-locataire ne paye pas, vous n'avez pas besoin... Vous n'avez rien à faire avec le sous-locataire, en fait, pour qu'il paye son loyer. Vous vous adressez directement au signataire du bail qui demeure responsable. Fait que moi, je leur ai toujours dit, si tu n'as pas l'intention de revenir, puis c'est juste pour te rendre jusqu'au mois de juillet, puis tu vas par la suite te trouver un nouveau logement, puis il reste 6 mois sur ton bail, on serait mieux de faire un nouveau bail. Parce que ça va te dégager de toute responsabilité. Je l'ai toujours vendu de même aux locataires là, qui voulaient faire des sous-locations pour se sortir d'un bail, en fait. Là. Donc, j'ai toujours fait, regarde, on va trouver un nouveau locataire, je vais chercher de mon côté, je cherche de ton côté si tu veux me présenter, ou je leur donnais la pleine responsabilité, trouve quelqu'un d'autre pour prendre le bail, puis on va faire une résiliation de ton bail, puis on va signer un nouveau bail avec le nouveau locataire, comme ça, tu n'es plus responsable de rien. Je mettais beaucoup l'accent là-dessus, là, pour qu'il ait peur un peu. Là. C'est pas vraiment une bonne idée. Là. Non, c'est ça, exactement. Tu dis à un inconnu, tu vas payer le logement, s'il ne paye pas... c'est toi qui es responsable. C'est ça. Tes premières expériences en tant que propriétaire immobilier. Ouais, c'est ça. S'il brise ou s'il y a des problèmes de comportement, c'est toi le signataire du bail, c'est toi qui es responsable de cette personne-là. Là. Absolument. À y penser. Ouais, c'est intéressant. Beau point de vue. 12h40, on flotte autour du 200, 203 à l'instant. Donc, merci. On est très content de cette audience. Rappel, dernier petit blitz, si jamais vous voulez gagner, en plus d'avoir de l'information gratuite, de gagner des formations avec nous. Donc, vous partagez, vous commentez dans le chat. 250 $ de rabais sur le coaching qui va être tiré aujourd'hui. Formation registre foncier ce soir, 19h, une valeur de 150 $ et 50 $ de certificat cadeau sur toutes les formations. Et je me permets également, tout à l'heure, je ne l'ai pas mentionné, mais coaching, qui est évidemment le programme mère du Club d'investisseurs immobiliers là, sur une période de 10 cours. C'est le 30 avril, donc c'est le cours numéro 2, calcul de rentabilité. Vous pouvez joindre le coaching au cours 2, donc vous allez recevoir l'enregistrement du cours 1 et vous pouvez sauter dans la cohorte. Même chose pour le coaching anglais également, je ne l'ai pas à l'écran, mais le coaching anglais vendredi, la petite nouvelle division du club, le Real Estate Investors Club, donc c'est le deuxième cours également du coaching anglo. Si jamais vous voulez joindre, vous allez recevoir l'enregistrement du premier cours. Meilleure décision que vous allez prendre de votre vie. J'en suis certain. Du moins si vous passez à l'action.
OK, donc je continue, excuse-moi, Gilles, en même temps que je fais mes annonces, je lis pas les questions. Donc, je fais juste lire, voir s'il y a des choses intéressantes en même temps. Ça sera pas très long. Est-ce qu'on peut rappeler le nom du livre? Écoute, je fais ça en même temps que Gilles, si tu as une question qui t'intéresse, tu me le dis. Les deux livres, donc on a présenté deux livres, je te laisse présenter celui qu'on a jasé ensemble. C'est Louer un logement. Je pense que c'est la deuxième édition, hein, c'est ça, la deuxième édition. Exact. Donc, sinon, Isabelle Lejodoin. Sinon, l'autre livre coécrit avec Yvan, donc si vous allez sur le site du club, Transformer en opportunité les multilogements trop chers, je suis pas mal sûr que Sandra va pouvoir nous mettre ça. Amel, j'avais une question. Pour un locataire avec un bail d'un an ferme, dois-je lui envoyer l'avis de fin de bail ou comment faire pour ne pas reconduire le bail? Ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, tu peux pas dire que je te louerai plus. Dans la loi au Québec, c'est bien indiqué qu'un locataire a un droit de maintien dans des lieux, en fait, à vie. Il peut rester dans son logement jusqu'à la fin de ses jours. Il est protégé par la loi de ce côté-là. Donc, tu peux pas arriver unilatéralement puis lui dire, bon, ben cette année, ton bail finit le 30 juin, bye-bye, je vais louer à quelqu'un d'autre. C'est impossible. Donc, la seule façon, c'est de s'entendre à l'amiable à ce moment-là pour que la personne quitte avec peut-être une compensation ou des choses du genre, ou faire une reprise de logement en autant que c'est fait pour les bonnes raisons, parce que si c'est pas fait pour les bonnes raisons, puis vous faites semblant que, par exemple, votre père ou votre mère va aller habiter le logement, puis qu'en fait, c'est un subterfuge et que vous vous faites prendre, vous allez voir que ça peut vous coûter très, très, très cher. J'ai vu des jugements jusqu'à 40 000 $. Ouf! Oui, ils sont rendus parce que les juges, ils ont tout entendu, hein, les raisons. Donc, vous allez devoir prouver que c'est pour les bonnes raisons. Vous devez être très, très bien préparé parce qu'ils ont tous vu passer les subterfuges. Puis, dans la loi, c'est bien indiqué que le juge, il doit tester le propriétaire pour s'assurer que c'est fait pour les bonnes raisons. Donc, vous allez vous faire bombarder de questions, puis vous avez besoin de ne pas vous mélanger dans vos réponses, là. Donc, il faut que ça soit fait pour les bonnes raisons. Sinon, ça pourrait vous coûter cher. Légende urbaine aussi qu'on entend circuler. Dernièrement, justement, dans un achat, on l'entendait, le propriétaire, il dit « Ah, moi, je loue juste au mois. Comme ça, j'ai un mois d'avis puis je les mets dehors. Donc, c'est une légende urbaine aussi. Le bail au mois, donc quand il y a un bail, il y a un droit d'occupation à vie. Hein? Que ce soit un bail au mois, que ce soit un bail à l'année. Même un bail verbal, hein, qui peut tenir... devant le TAL également. Donc, un bail à durée indéterminée, en fait, si tu veux faire une reprise de logement, ça va être 6 mois, la même affaire qu'un bail de 12 mois. C'est qui est le bail à durée indéterminée. Donc, c'est vraiment dans les baux de 6 mois et moins que là, tu vas pouvoir, ou 12 mois et moins, en fait, que tu vas pouvoir envoyer un avis à 2 mois de préavis. Là. Absolument. Et en passant, je me permets une petite bonification de financement, là, les bails au mois, les banques, là, parce que la personne, toi, tu peux pas rien faire, mais lui, il peut quitter sur 30 jours d'avis, donc ça crée de l'instabilité. Donc, les baux au mois pour les banques, c'est donc une petite bonification de financement. Donc, si vous avez la bonne idée de faire des baux au mois, vous allez avoir de la misère à obtenir votre financement. On y va un petit peu sideways, Gilles, sur la gestion. C'est Delphine, les avantages et désavantages, ou du moins les logiciels de gestion que tu préfères, Gilles, est-ce qu'il y en a en particulier que tu recommandes? Écoute, moi, quand j'ai commencé, je me suis mis, tu sais, j'ai fait le tour à ce moment-là. Il y avait 2 joueurs, pour dire au Québec, là, il y avait OPEM ou il y avait Proprio Expert. OPEM, le logiciel, c'est beaucoup de modules. Je pense que c'est plus fait peut-être pour les grands propriétaires immobiliers là, de 500 000 logements et plus. C'est très puissant, complexe et dispendieux. C'est peut-être le problème. Est-ce qu'il est bon ou moins bon? Là? Ça, c'est propre à chacun. On a reçu également Upperby. Upperby avec nous. Mon Dieu, j'ai un blanc. Colin, on l'a eu en invité, je m'excuse, mais Upperby qui est venu présenter également, qui va être une belle suite là, qui va être à utiliser. Pardon?
Il commence à y avoir de nouveaux joueurs, là. Oui, exact. C'est bien parce que ça choque un peu la compétition parce qu'il y a encore, je pense, beaucoup d'optimisation à faire, d'automatisation dans la gestion immobilière. Donc, très intéressant. Il y avait Mélanie, évidemment, qu'on connaît bien, qui dit 58 logements sur la clause G, mais toujours le vrai montant, puis c'est jamais arrivé de son côté non plus. Donc, une de plus qui vient s'ajouter. On va commencer à faire des statistiques avec la statistique. Voilà. Donc, il y avait Nathalie Simard aussi qui disait qu'avec le bail électronique, des fois, il y a de certains locataires qui jouent avec la date de bail. Là. Donc, attention, hors la loi. Mais avec la bail électronique, effectivement, on ne peut pas bouger. Je ne sais pas si tu l'as-tu essayé, Gilles, le bail électronique. Je ne sais pas si tu te reste parce que je sais que tu as eu ton parc de 150. Là, je ne sais pas, est-ce que tu as tout liquidé? Est-ce qu'il t'en reste encore quelques locataires? J'ai tout liquidé. On profite de la semi-retraite, en fait, là. On fait du coaching, on écoute la musique on écoute la musique puis on fait Est-ce que c'est parle-moi un peu l'après-privé, est-ce que ça se passe-tu bien? Est-ce que ça se passe très bien. En fait, j'ai pas d'argent à prêter, donc c'est un beau problème. Tout est prêté. Alors, je suis toujours à la recherche d'investisseurs pour mettre de l'argent dans la société en commandite. Puis on prête cet argent-là à 15 on redonne 12 aux investisseurs. Donc, les investisseurs, c'est quand même intéressant, là. Fait que toujours à la recherche d'investisseurs parce qu'il y a plus de demandes, en fait, que de capital disponible. Fait que souvent, on va travailler en collaboration avec d'autres prêteurs, comme avec Jacques, par exemple, c'est société en commandite. Pour être 2 prêteurs, 3 prêteurs sur un même prêt, dépendant du montant qui est demandé là, pour le projet. Parfait. Ouais. Il y avait prochaine question, Gilles, puis tu lis aussi, si jamais que des fois quand je parle, t'envoies une qui t'interpelle, tu sais, Jean-Philippe, j'aimerais celle-là. Je vais te mettre ça à l'écran. Sinon, il y a Benoît, mon Dieu, qui a posté la question 6 fois. Je pense que Benoît, il était inquiet, là. Je pense qu'il est inquiet. Je pense que Benoît, on va répondre à ta question. Je pense que tu vas mieux dormir ce soir. L'insonorisation en deux condos, est-ce que c'est un problème? Écoute, là, on est plus dans le domaine légal, mais tu sais, est-ce que ça serait nécessairement un vice caché? Je pense pas. Parce que, tu sais, c'est évidemment, l'insonorisation est là, on entend les gens passer, donc est-ce que ça passe comme vice caché? Est-ce que c'est réellement un problème? Personnellement, de mon expérience, je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu consultes un avocat? Si tu veux le faire, fais-le. Gilles, est-ce que tu as d'autres choses à bonifier? À ma connaissance, ce n'est pas une question qui est posée dans la déclaration du vendeur, là. Non plus. Spécifiquement. Alors, quand tu veux vendre, c'est plate, là, mais c'est comme ça. Puis, comme acheteur, vous le savez aussi de toute façon, tu ne parles pas des problèmes de ton immeuble quand tu veux le vendre, là. À part s'il y avait vraiment quelque chose au niveau, tu sais, s'il y a une infiltration d'eau ou un problème physique avec l'immeuble, qui ferait que ça diminuerait la valeur ou que ça causerait un problème d'intégrité, en fait, à l'immeuble. Mais sinon, le problème de sonorisation, là, ça ne sera pas la première place à Montréal ou au Québec, là, où on entend le voisin, là. C'est même dans des condos flambant neufs, des fois, c'est pas super bien insonorisé. Donc, moi, personnellement, j'en parlerai pas, là. C'est à la personne de faire sa vérification diligente, de poser des questions. Ça m'est déjà arrivé de vouloir acheter une maison sur le bord du Richelieu, puis c'était près de l'autoroute 10, puis j'arrive dans la cour en arrière, puis le ghetto blaster était au fond pour pas qu'on entende l'autoroute. C'était de bonne guerre, il essayait de cacher le bruit. J'ai dit à l'agent d'immeuble, tu pourrais-tu baisser la radio que j'entende les oiseaux? Finalement, on entendait juste l'autoroute. Donc, il essayait de cacher le problème, là, mais c'est pas d'essayer nécessairement de cacher le problème qu'il y a un problème de sonorisation, mais tu ne veux pas nécessairement en parler non plus. La personne devrait s'en rendre compte s'il entend du bruit ou il va te poser la question. Là, ça sera à toi de répondre le plus honnêtement possible, là. Mais de le déclarer par écrit, pas sûr. Ben, je pense que les gens oublient le mot caché dans vice. Ouais. Des fois, les gens disent je vais le poursuivre, le toit, il est dû. Le toit, c'est pas caché. C'est pas caché. Donc, il faut faire attention dans le vice caché. Est-ce que le bruit était caché? Je ne pense pas. Donc, devant un juge, il faut toujours venir prouver, évidemment, que c'est ça. C'est un vice et c'est caché. Donc, regardez. Les gens qui achètent des maisons à Dorval en dessous des avions. Oh, oui, exactement. Exact. Tu ne peux pas revenir après et dire mais finalement, j'ai acheté la maison, j'en veux plus, on entend les avions, puis quand tu as été visité, ça a donné qu'il ne passait pas d'avion, là, ou
C'est ça, exactement. Est-ce que tu as fait bien ton due diligence? Ce qui me fait rire un peu là-dessus, commentaire personnel, les gens achètent proche d'un aéroport, moins cher, puis après ça, bon, en tout cas. Ils se mettent en groupe pour. Exactement, exact. On paye moins cher parce qu'il y a du bruit, puis après ça, on se plaint qu'il y a du bruit. Voilà, c'était mon deux sous à rajouter là-dessus. Il y avait question intéressante. Gilles, on en discutait également en pré-live. Puis en passant, midi 52, là, ça va être peut-être la dernière ou l'avant-dernière question. Dernier blitz pour les tirages. En même temps, Sandra, en régie, si tu peux m'envoyer le nom des gagnants. Pas le nom des gagnants, mais dernier blitz, dans le fond, est 55. Il vous reste 3 minutes. Puis après ça, Sandra, envoie-moi le nom des gagnants. On va faire tirer ça, s'il vous plaît. Donc, il y avait une question qu'on discutait, Gilles. Je sais que c'est une question assez chaude en ce moment sur l'inflation. Montée de l'inflation aura un effet sur le prix des immeubles court, moyen, long terme. Personne n'a de boule de cristal, c'est sûr, mais Gilles, est-ce que tu veux te prononcer là-dessus, jaser? En fait, c'est si on se retrouve dans une période inflationniste, là, si les prix se mettent à augmenter, les prix des biens et services, en fait, là, qu'on peut voir un peu dans le domaine de la construction actuellement, si vraiment il y a une pression inflationniste, c'est automatiquement le gouvernement n'a pas le choix pour que cette pression-là diminue, d'augmenter les taux d'intérêt. S'il y a une augmentation des taux d'intérêt, ça veut dire une baisse de la valeur des immeubles là, automatique parce que plus personne ne va être capable d'en acheter. Et en ce moment, le prix des immeubles est très, très élevé parce que les taux d'intérêt sont à un bas historique comme on n'a jamais vu. Là. Moi, j'ai jamais vu ça en 62 ans, 63 bientôt. J'ai jamais vu des taux d'intérêt aussi bas, c'est fou. Là. C'est pour ça que le prix des immeubles est si haut, parce que ça permet à un acheteur d'obtenir beaucoup de financement pour l'immeuble. Donc, si les taux d'intérêt augmentent, plutôt, je dirais que le prix des immeubles risque de plus de partir à la baisse. Je pense qu'on est plus dans une bulle, ou du moins dans le haut d'une courbe. Ça peut continuer à monter peut-être, mais effectivement, la seule chose que moi je mets en garde, c'est faites attention, faites vos devoirs quand vous achetez vos immeubles. Faites votre profil à l'achat, c'est le seul secret. Vous allez vous protéger si jamais il y a une correction de 10 ou 15 du prix des immeubles et vous avez acheté 10 ou 15 en bas de la valeur, ou vous avez réussi à créer 10 à 15 de plus-value rapidement avec votre immeuble, ben, vous allez vous protéger là, contre une correction. Oui, parce que les taux ne peuvent pas descendre. Les TGA, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir descendre nécessairement plus bas que ça. Donc, on s'attend nécessairement, évidemment, à un plateau, en tout cas, un plateau, une petite baisse. Est-ce que c'est une raison de ne pas acheter maintenant? C'est pas une bonne raison. Gilles, je pense que tu l'as dit. On qualifie mieux nos transactions. C'est toujours le bon moment d'acheter. Mais moi, je pense qu'il va y avoir un plateau. Gilles, tu dis une petite baisse. On verra pour les prochains mois. Là. Personne qui a de boule de cristal. Non, effectivement. Mais Banque du Canada va annoncer cette semaine, si je ne me trompe pas, également les intentions. Donc, probablement qu'il n'y aura pas de montée encore, mais ils vont peut-être déclarer les intentions futures de se préparer. Dans le multilogement, on ne suit pas nécessairement la Banque du Canada. Donc, on a déjà eu une remontée là, d'un 60-70 points de base là, depuis le début de l'année. Donc, on sent qu'on s'en va vers une remontée des taux. Donc, effectivement, un petit plateau. Donc, dernier petit conseil, je peux me permettre, si vous avez des immeubles, refinancés maintenant parce que c'est une certitude que ça va monter dans le futur. Donc, refinancer maintenant, barrez ça sur 5 ans ou 3 ans, comme vous voulez, mais je pense que le meilleur moment de refinancer vos immeubles, c'est maintenant. Et on le sent, il n'y a pas de notaire de disponible. Je parlais à ma directrice de compte chez Desjardins, ils ont fait 4 fois le volume l'année passée qu'ils faisaient d'habitude. Donc, il y a énormément de demandes parce que tout le monde veut refinancer les immeubles, locker les taux pour à long terme. Donc, je pense que c'est un bon petit dernier conseil. En tout cas, de ma boule de cristal à moi. Hein? Dans vos offres d'achat, mettez des bons délais pour le financement parce que c'est beaucoup plus long. Beaucoup plus long, puis ça ne vous tente pas dans un marché comme celui-là de demander une extension ou un délai supplémentaire au vendeur, surtout s'il a reçu une offre plus haute que la vôtre entre-temps, qui est en deuxième puis qui attend. C'est exactement ça. Gilles, en plus, ça fait une belle transition à l'événement de demain. Il va y avoir l'équipe de PMML qui va être là, qui vont animer un salon justement sur comment bien écrire ses offres d'achat dans le contexte actuel. Donc, avec les délais de financement et tout, donc ça va être intéressant à l'écouter avec ça. Je vais juste annoncer les gagnants. Je pense qu'on s'en va vers le sprint de la fin. Donc, formation registre foncier.
c'est Stéphane Poirier. Félicitations, registre foncier, certificat cadeau de 50 $, c'est Delphine Dauphin. Et 250 $ de rabais sur le coaching, c'est Julien Morissette qui gagne ça. Donc, vous appelez au bureau. J'imagine Sandra va mettre le numéro dans le chat. Donc, vous appelez au bureau, tu t'identifies et tu dis que tu as gagné. Félicitations à vous. Et sur une note de fermeture, Gilles, est-ce que tu voulais faire un dernier petit message? Message d'encouragement, mot de clôture? Ben, ça reste que l'immobilier, si vous faites les choses correctement, faites les formations avec le club. C'est pas pour faire du marketing. Je ne suis pas payé plus par le club pour dire ça. Moi, je l'ai fait parce que quand j'ai commencé, j'avais quand même un bon montant à investir, mais je connaissais rien et je voulais pas me tromper. Parce que des erreurs en immobilier, ça coûte extrêmement cher. Ça peut vous coûter très, 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 très cher. Là, on parle pas de 5 ou 10 000 $. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, faites vos formations pour devenir de bons investisseurs. Et faites pas, justement, comme l'engouement actuel qu'il peut y avoir en immobilier. Il y a plein de gens qui achètent, qui ne savent pas du tout comment calculer la valeur des immeubles puis ce qu'ils achètent. Puis eux vont se retrouver. Ça va être des belles occasions d'achat dans les années qui s'en viennent. Parce que ces gens-là ont sûrement pas un grand intérêt pour l'immobilier quand ils vont voir combien est-ce que ça coûte entretenir un immeuble, gérer des locataires, etc. Puis la profitabilité qu'ils n'ont pas avec leurs immeubles parce qu'ils ont payé trop cher. Là. Donc, ils vont vouloir vendre. Ce sera encore un très, très bon moment, des bonnes occasions d'affaires. Il y en a toujours, mais encore faut-il savoir ce qu'on fait. Absolument. Il y a un conseil. Ça peut être de perdre de l'argent, Gilles, hein, mais ça peut être aussi d'en faire de l'autre côté aussi. C'est que dans une transaction avec une connaissance, et on apprend tout le temps. Je dis souvent la blague, quand j'ai commencé à donner IMO 101, j'avais déjà fait 150 logements et plus, je me souviens plus exactement. Mais mon Dieu, dans IMO 101, j'ai appris plein de trucs quand j'ai commencé à l'enseigner également. Puis c'est des trucs qui valent, encore une fois, leur pesant d'or. Donc, tout le temps, on continue tout le temps de se former. Regarde, Gilles, tu lui as encore loué un logement alors que tu es un expert en régie. Je l'ai aussi. On continue de se former, on continue de suivre. Donc, la formation continue. Donc, même si vous avez des immeubles également, ça peut être extrêmement bénéfique. Là. Bien d'accord. Voilà. Donc, je me permets les dernières petites annonces pour fermer ce live. Ce 65e, on me l'a confirmé. Donc, 65e live du club. Donc, plus qu'un par semaine depuis mars dernier. Donc, ce soir, je le répète, registre foncier, donc tout ce qui est comment qu'on peut voir qui doit quoi sur les hypothèques, ça a été vendu combien, est-ce qu'il y a eu une transmission vers des héritiers, donc tout ça sur le registre foncier ce soir. Il y a le 344e événement mensuel en ligne, quand on dit que le club, ça faisait longtemps qu'il existait. Donc, 344e événement du club en ligne demain à ne pas manquer. Les flips, jeudi. Donc, jeudi avec mon bon ami Dave Powell, si je ne me trompe pas, donc qui est le 24, qui est samedi. Travailler avec des freelances, donc avoir une armée de prospection qui travaille pour vous à travers le monde. Et, je le répète, encore une fois, on en a parlé du coaching. 30 avril, on peut joindre à partir du cours 2. On écoute le cours 1, qui est l'IMO 101, et on jump dans le coaching. Et même chose du côté anglais, c'est le coaching, deuxième cours, vendredi. Donc, vous allez sur le club immobilier, vous basculez en anglais si ça vous intéresse et vous pouvez vous inscrire de ce côté-là. Gilles, quel plaisir! Oui, en passant demain, là, pour la soirée mensuelle, dans mon salon, on va parler justement de reprise de logement et puis de travaux majeurs. Fait que si vous voulez discuter de ça, je vais être disponible demain dans le salon. Ça va coûter $0, là. Ça coûte $0, voilà. Donc vous inscrivez là. Gilles, un plaisir de faire affaire ensemble, plaisir de se voir également. Toujours un plaisir de partager l'écran avec toi puis de répondre à toutes ces questions. Plaisir réciproque, mon cher. Yes! Donc, on vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine et on se revoit lundi prochain, les amis. Bye!